Bonjour Enzo. Bien, donc moi je suis Nké, j'ai 51 ans. Au mois de février-mars 2020, j'ai commencé à tousser, une toux sèche et persistante. Et c'était juste avant le premier confinement. Et étonnamment, je n'ai fait aucun lien avec le Covid. J'étais persuadée que ce n'était pas le Covid. Et alors que ce n'était pas la première fois que je toussais, j'ai consulté au bout de 5 jours. Allez savoir pourquoi. Donc je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a dit que je devais me remettre au sport parce que j'avais des douleurs intercostales, donc j'ai trouvé ça assez curieux. Néanmoins, je me suis remise au sport. Et puis au bout de quelques jours, je me suis dit non, ça n'a rien à voir avec ça, je vais aller voir mon ORL. Je suis allée voir mon ORL qui a diagnostiqué une trachéite, mais qui m'a prescrit une radio thoracique en me répétant, et ça c'est assez intéressant, plusieurs fois, ce n'est pas urgent, ce n'est pas urgent. Et encore une fois, allez savoir pourquoi. Le soir même, j'étais sur Doctolib pour prendre un rendez-vous. Et j'ai pris ce rendez-vous au même endroit où j'avais fait une radio 4 ans plus tôt. Et donc, quand j'ai eu le compte-rendu de cette radio entre les mains, il était indiqué même tâche qu'en 2016, mais plus grosse. Et là, je me suis dit, on a affaire à quelque chose de sérieux. On m'a prescrit un scanner qui a montré une inflammation. Et même là, on n'avait toujours pas de piste. Et de moi-même, je suis allée voir une pneumologue qui a confirmé ce qu'elle voyait sur le scan et qui m'a envoyé faire un TEP scan. Et normalement, le TEP scan, c'est quand même l'examen de référence pour poser le diagnostic du cancer. Et même là, il n'y avait toujours pas de diagnostic. Elle penchait plutôt pour un reflux gastro-œsophagien, quelque chose de ce genre. Et elle m'a quand même fait une fibroscopie qui a montré qu'il n'y avait rien. Et suite à ça, elle m'a lâché dans la nature. Et encore une fois, cette petite voix, donc je suis partie en vacances, en famille. Et quand j'étais à Bordeaux, je me suis dit, mais non, tu continues à tousser, malgré ton traitement contre le reflux gastro-œsophagien. Retourne voir cette pneumologue, parce que là, il y a vraiment un souci, c'est sérieux. Et donc je retourne la voir, elle est surprise de me revoir. Et là, je décide que je ne sors pas de son cabinet tant qu'elle ne m'a pas orientée ailleurs. Et elle me donne une lettre d'adressage pour un chirurgien thoracique à l'hôpital. Et alors que j'étais dans une errance médicale qui durait depuis 8 mois, croyez-le ou non, ce chirurgien thoracique, en 3 minutes, il avait posé un diagnostic. Cancer du poumon. Surtout une pneumologue. Moi, ça m'a choquée. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en reviens pas. Et on parle pas d'une petite tache, on parle à l'époque d'une masse de 8 cm. C'est énorme, c'est énorme. Alors, je me suis parfois dit que c'était peut-être lié au fait que je ne suis pas fumeuse. Moi, je sais qu'au niveau de... Quand j'ai eu le compte-rendu du TEP scan, je savais déjà que c'était un cancer. Mais elle m'a rassurée en me disant que ça n'en était pas un. Donc, qui suis-je pour contester la parole de la pneumologue? On écoute les professionnels, mais là, j'ai découvert que j'ai bien fait d'écouter ma petite voix. Voilà, parce que plusieurs fois, la toux, j'ai consulté très vite, il y a eu tout un tas de choses comme ça. Je pars en vacances, je décide de revenir à la charge. C'est l'intuition, c'est l'intuition. Exactement. C'était quelque chose de plus grave, mais j'étais loin d'imaginer que c'était un cancer, parce que pour moi, le cancer est étroitement lié au tabac, c'est ce qu'on a toujours entendu, c'est ce qu'on a toujours lu, c'est ce qu'on a toujours vu, et même quand j'étais à l'école, c'est ce qu'on nous a appris. Il y a eu des cycles de prévention où on nous disait, attention les enfants, abstenez-vous de fumer, voilà les poumons d'un fumeur, voilà les poumons d'un non-fumeur. Et on voyait clairement la différence. Et je pense même que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas fumer. Parce que, bon, moi, je n'ai jamais fait partie des gens qui pensent passer à travers, ne jamais être concerné par le cancer, mais celui-là, je devais lui échapper.
Là, je pense qu'on est sur du 15% et ça va croissant. Ok. Là, il y a une véritable explosion et on le voit au niveau des femmes jeunes. Mhm. Ça, et on ne sait pas s'expliquer pourquoi. On parle de micro-particules, de microplastiques. On a mille et une pistes. Ouais, les Oui, on microplastiques. nous parle du tabagisme passif, mais moi, en ce qui me concerne, je n'étais même pas concernée par le tabagisme passif. Ok. C'est pour ça que moi-même, je savais qu'il y avait quelque chose de grave, mais j'étais à milieu d'imaginer que ça pouvait être un cancer du poumon. Ok. Parce que je ne cochais, selon moi, aucune case. Mais je me suis effondrée. Je me suis effondrée. J'étais en larmes. D'autant plus qu'il a précisé, moi j'y suis allée avec tous mes comptes rendus précédents. Je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc j'y suis allée avec des comptes rendus de scanners, etc., qui dataient de 5 ans. Et le coup de matraque que je me suis pris derrière la tête quand il m'a dit, mais vous voyez, madame, le cancer, on le voit déjà sur un scanner cardiaque qui date de 2015. Et à l'époque, il faisait 1 centimètre. Et en fait, quand il me dit ça, je décide d'archiver cette information parce que sinon, je vais sombrer dans la folie. Je me dis, il faut se lancer dans la bataille. Ça ne sert à rien, on ne peut plus retourner en arrière de toute façon. Mais ça a été très dur, d'autant plus que moi je suis maman et j'élève ma fille seule. Et donc ça, c'était terrible. C'était terrible. J'ai enchaîné les loupés en fait. J'ai enchaîné les loupés. C'est très très particulier. Quand je raconte tout ça, parfois les gens me disent mais c'est pas possible, mais si si. Même là pour l'annonce du diagnostic, euh, pour confirmer ensuite que c'était bel et bien un cancer, il a prescrit une fibroscopie. Et donc j'ai fait la fibroscopie, j'ai même fait un pneumothorax, et puis j'ai attendu les résultats. Et le temps passait, et les résultats n'arrivaient toujours pas. Et les personnes me rassuraient en me disant, si c'était un cancer, on t'aurait déjà rappelé et tout. J'ai eu les résultats au bout d'un mois, et en fait ce qui s'est passé, c'est que le chirurgien thoracique avait eu un problème familial, il s'était absenté, personne n'avait pris le relais. Euh, alors non, parce que j'ai pas cette tendance-là à me dire que le sort s'acharne. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je suis formatée comme ça. Et je pense que c'est une façon de me protéger. Parce que si je commence à me dire que le sort s'acharne, que c'est toujours pour ma pomme, etc., je ne vais pas aller bien en fait. Ouais, ouais, je ne vais pas aller bien. Mais je le vois, hein. Je vois qu'il y a eu des loupés ici et là qui vont certainement me coûter cher. Mais je n'ai pas envie de m'enfermer dans cette histoire de c'est pas de chance, etc. Je crois que c'est même quelque chose que j'ai jamais dit, je n'ai pas de chance. Alors le secret des éléphants, je l'ai écrit à un moment très précis, c'est-à-dire que après l'annonce du cancer, j'ai été opérée très rapidement parce que à l'époque j'avais la chance d'être opérable. Et j'ai reçu 4 cures de chimio et suite à ça, rémission, la belle vie, etc. Avec toujours la trouille d'une récidive. J'avais des contrôles tous les 3 mois et malheureusement la récidive a fini par arriver. Manque de bol. Donc en 2022, alors non seulement rechute, mais apparition de lésions cérébrales, 2 lésions cérébrales. Et j'ai demandé un avis à Gustave Roussy. Suite à cette demande, ils ont renvoyé ce qu'ils appellent la pièce, le morceau de poumon qui avait été prélevé lors de l'opération. Ils l'ont renvoyé et c'est là qu'on a découvert que j'avais une mutation, chose qu'on n'avait pas vue avant, mais une mutation extrêmement rare qui s'appelle NRG1 et qui ne concerne que 0,03% des patients. Malgré tout ça, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait un essai clinique pour moi à Gustave Roussy. Donc je suis partie faire cet essai clinique qui a montré ses limites au bout de 7 mois. Moi, je déteste dire que ça n'a pas marché. Ça a fonctionné, pas suffisamment longtemps, mais ça a fonctionné.
Et donc, au bout de 7 mois, j'ai été exclue. Et c'est quand j'ai été exclue, en plus, avec un tel manque d'humanité, ça ne s'est pas très bien passé. L'accompagnement est inexistant. En tout cas, pour moi, il a été inexistant et je crois que je ne suis pas la seule dans ce cas. C'est quand j'ai donc été exclue de cet essai que je me suis dit non, là, il faut que j'écrive. Parce qu'il y avait beaucoup de colère. Ça a fait remonter à la surface tous ces loupés que j'essayais de laisser derrière moi. Et je me suis dit, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive. Et ça a été un exercice thérapeutique, déjà, cathartique, on peut même dire. Et puis, je voulais mettre l'accent sur la nécessité d'écouter sa petite voix. Parce que j'ai échangé avec d'autres patients qui ont eu aussi cet effet petite voix. Et puis, l'importance d'être acteur de son parcours de santé. Moi, ce n'est pas que je n'ai pas confiance en le corps médical, bien que j'ai toutes les raisons finalement de ne pas avoir confiance à 100%, mais je suis mon parcours de santé. Je sais où j'en suis, je suis tout ça de très très près. Et c'est ce que je voulais transmettre dans ce livre. Et puis aussi, puisque la maladie est là et qu'elle est au stade 4, comment vivre avec ? Voilà, parce que c'est ça, il faut apprendre à vivre avec. Et comment vivre avec au mieux. Donc c'est ça que je voulais transmettre. On n'a pas le choix de toute façon. Donc il faut vivre avec, et le mieux possible. Oui, oui, oui. Il était déjà là, ce gène, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tellement rare que quand on envoie la pièce au laboratoire, ils ne cherchent pas cette mutation en priorité. Ils vont chercher ALK, ils vont chercher ROS1, ils vont chercher RET, mais NRG1. Et je pense que donc quand ils ont vu que j'avais demandé un second avis et que il y avait la rechute, ils ont dû pousser la recherche sur des mutations un peu plus rares. Et c'est là qu'on a trouvé NRG1. En fait, je ne me dis pas grand-chose. Mais la chose que je me dis quand même régulièrement, c'est que si j'avais pu choisir, j'aurais préféré être ALK. Parce que la mutation ALK ou ALK bénéficie de plusieurs lignes de traitement validées et ce sont des thérapies ciblées. Donc ce qui se passe, c'est que si on a un traitement, qu'on a des thérapies ciblées et qu'on est long répondeur, parce qu'attention, il faut être long répondeur, parce qu'on sait que les cellules cancéreuses vont toujours développer des résistances à un moment ou à un autre, et il faudra changer de traitement. Mais dans l'association de patients dont je fais partie, qui regroupe des ALK plus ROS1, et je suis la seule NRG1, j'ai vu des patients qui, sur chaque ligne de traitement, font plusieurs années. Et pour moi, ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est dans des moments pareils que je me dis, ah ben, je suis énergien, parce qu'il faut savoir que moi, je n'ai pas de thérapie ciblée validée. Hein. Voilà. Et donc, je suis en chimio, parce que c'est tout ce qu'on a à me proposer pour l'instant. J'ai déjà bénéficié de l'essai clinique, donc il n'y a pas beaucoup d'options. Mais moi, j'avance au jour le jour. Et c'est ce que je dis aussi dans mon livre, c'est un jour après l'autre. Sinon, c'est trop compliqué. Regarder dans le rétroviseur, c'est plombant. Essayer de trop se projeter, c'est angoissant. Donc, c'est vraiment au jour le jour. Là, aujourd'hui, je suis sur une chimio. On verra ce que ça donne aux prochains examens. Mais j'essaye pas trop de... Je ne veux pas trop anticiper, voilà. Je ne veux pas trop anticiper parce que c'est anxiogène. Ouais, depuis la récidive, alors j'ai eu plusieurs lignes de traitement. J'ai même fait de la radiothérapie stéréotaxique pour les lésions cérébrales. Moi, je cultive beaucoup la reconnaissance. J'ai eu une chimio Taxol, qui est aussi une chimio qui est proposée aux femmes qui ont le cancer du sein. Et j'ai tenu 15 mois là-dessus. Et je suis reconnaissante pour ça, parce que pendant ces 15 mois, j'ai pu accompagner ma fille jusqu'au bac. Je l'ai vue obtenir son bac. Là, maintenant, elle est au stade des études supérieures, et je suis toujours là.
Donc, reconnaissance, gratitude. Alors, si celle-ci a été très dure, et surtout, elle était très fréquente. J'allais à l'hôpital 3 jeudis d'affilée, un jeudi de pause, 3 jeudis d'affilée, etc. pendant 15 mois. Et avant, j'avais reçu les sels de platine. Les sels de platine, on a 4 cures max, mais je pense que c'est de loin la plus difficile à supporter. C'est toutes les 3 semaines et moi, à chaque fois, il me fallait une dizaine de jours pour récupérer. Et donc, quand j'étais sous celle de platine, ben, les gens, je leur disais, oubliez-moi, quoi. Et les gens savaient, oubliez-moi, parce que c'était la traversée du tunnel. Vraiment, je me souviens même m'être dit à un moment donné que s'il faut que ça dure plus longtemps, je ne pourrai pas. Parce que, en fait, ce qui se passe, que j'ai compris avec la maladie, on parle toujours du moral. C'est vrai que c'est très, très important. Mais quand le corps ne suit pas, c'est difficile de mobiliser le moral pour aller vers quelque chose de plus sympa. Et donc, quand on est au fond de son lit, moi je vous dis, pendant les sels de platine, mon itinéraire pendant une semaine, c'était chambre, salle de bain, toilette, chambre. Et donc là, quand on est dans ce cas-là, c'est pas facile, hein. Il faut vraiment, vraiment s'accrocher. Et c'est ce que j'ai fait. Il faut... Je sais que par exemple, quand je pars en vacances, je filme. Je filme beaucoup. Et quand je suis dans des états comme ça, je regarde mes films. Je regarde mes films parce que ça me rappelle qu'il y a quelque chose de beau, que j'ai encore des belles choses à faire. Et ça me tire vers le haut. Et puis quand je vois ma fille que je dois continuer à accompagner le plus longtemps possible, ça c'est le meilleur des moteurs. Ben, en fait, moi je crois que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un de positif, avec une forte capacité à relativiser. Je vous l'ai dit, je pense que je n'ai jamais dit que j'avais pas de chance, parce que j'arrive toujours quand même à voir ce que j'ai. Je préfère me concentrer sur ce que j'ai, sur ce que je n'ai pas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, j'aurais aimé être NED, entendre que je suis NED. NED, c'est No Evidence of Disease, c'est-à-dire des personnes qui passent des scanners et sur lesquelles il n'y a rien. Mais comme ils sont au stade 4, on sait qu'ils sont encore malades. Mais il n'y a rien sur les scanners. Et donc on est encore malade, ça c'est sûr. Mais psychologiquement, moi ça m'aiderait de voir que je suis NED. Je ne le suis pas. Mais par exemple, à chaque à chaque examen, quand on me dit que je n'ai pas de nouvelles lésions, je prends. Voilà, à défaut d'être NED, je prends. Ça veut dire que le traitement fonctionne, je prends. Et tout est comme ça. Je dis souvent que tout est grâce. J'ai chez moi un vase des gratitudes dans lequel je mets tout ce pourquoi je suis reconnaissante. Et à la fin de l'année, je le vide, ce vase, et je lis tout ce qu'il y a dedans, et je me dis, ouais, quand même si l'année n'a pas été facile, et pas seulement à cause de la maladie, c'est même quelque chose que tout le monde devrait faire. On n'a pas besoin d'être malade, et surtout pas atteint d'un cancer, pour voir tout ce qu'on a autour de soi, tout ce dont on bénéficie. Je me dis par exemple souvent que, quitte à avoir un cancer, autant que ce soit en France, ALD, prise en charge, voilà, ça c'est des choses, et je suis reconnaissante pour tout ça à chaque fois. Il faut voir ça. Ouais, moi c'est ça, je cultive la gratitude, et c'est pour ça que je dis que je vois toujours le verre à moitié plein. Là, par exemple, j'ai dû accompagner ma fille en stage dans le Grand Est. 2 jours avant, j'étais en chimio. Souvent, c'est compliqué 2-3 jours après. Je peux vous assurer, je suis partie avec ma fille, je n'ai pas eu un effet secondaire, pas un seul. Gratitude. Et j'ai mis ça dans mon vase des gratitudes. Je pense que il doit avoir une part de psycho là-dedans, parce que je me suis éloignée. Parce que finalement, j'associe la région parisienne à la maladie, puisque j'ai été diagnostiquée ici, je vis ici, je suis suivie ici. Et je pense que le simple fait de m'éloigner, ça doit avoir un effet.
Je m'éloigne de la maladie et donc des effets secondaires et je vais vivre autre chose. J'ai une autre anecdote, si vous permettez. Quand j'ai fêté mes 50 ans, on m'a offert une magnifique fête. Il y avait une centaine de personnes. Et j'avais demandé à ce qu'on repousse la chimio, parce qu'à l'époque, c'était les sels de platine. Et la chimio devait avoir lieu le jeudi et la fête le samedi. Je savais que je n'aurais même pas pu assister à cette fête, ça aurait été dommage puisque c'était pour moi. Donc l'onco a accepté, ça a été reporté. Et j'ai eu cette magnifique fête où j'ai été célébrée, on a dansé, on a chanté, une centaine de personnes, comme je l'ai dit. Et la chimio suivante est arrivée. Je n'ai eu aucun effet secondaire. Et c'était la première fois. C'était la 4e et dernière cure, je n'ai eu aucun effet secondaire. C'est comme si tout cet amour que j'avais reçu m'avait porté. Un shoot d'amour, c'est ça que je dis, un shoot d'amour. Et je me souviens, bon, je ne suis jamais malade le jour même, c'est plutôt le lendemain ou le surlendemain. Donc j'étais un peu anxieuse parce que voilà, je m'attendais à commencer à avoir des nausées, des choses comme ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, rien du tout. C'est magnifique. Gratitude, gratitude, vase des gratitudes immédiatement. Mais je me dis qu'une année n'est jamais toute blanche ou toute noire. Voilà, il y a toujours des beaux moments. Mais les beaux moments, il faut savoir les reconnaître. Moi, je pense que j'ai développé ça, cette capacité à voir les beaux moments. Voilà, c'est important, c'est important. Quand je ne suis pas bien, généralement à cause des traitements, ben, dès que je vais bien, je mets mes baskets. Je sors marcher, seule ou avec ma fille. Et c'est bien parce que ces longues marches-là sont l'occasion d'échanger. J'ai remarqué qu'on échange beaucoup, ma fille et moi, quand on fait ces longues marches. J'ai aussi une vie associative assez riche. Je suis la secrétaire de l'amicale des résidents. Je suis aussi membre actif de l'association Alke Plus Roswan, qui regroupe des aidants, des patients atteints de petites mutations. Et au sein de cet asso, je fais beaucoup de choses. On a pas mal de projets là en préparation. Par exemple, le Trek solidaire qui va avoir lieu au mois d'avril. 8 étapes. C'est la 2e édition d'ailleurs. L'an dernier, ça a eu beaucoup de succès, donc on a décidé de renouveler. Et en fait, ça consiste en quoi, le Trek solidaire? Ça consiste à faire une marche dans une ville donnée. Patients, aidants, sympathisants, tous ceux qui veulent bien nous accompagner. C'est ouvert à tout le monde, exactement. C'est ouvert à tout le monde. Et à la fin, on se retrouve dans un établissement hospitalier pour une collation. Et en fait, le but de cette marche-là, Trek Solid Air, avec apostrophe AIR, c'est de faire connaître nos pathologies et de montrer une autre image des malades atteints du cancer du poumon qui souvent sont jeunes, sont dynamiques et n'ont jamais fumé. Voilà, c'est important en fait pour nous de montrer ça. Donc il y a le Trek solidaire qui arrive, on va avoir un colloque en fin d'année qui s'appelle Inspire. Je vais tenir un stand avec des amis de l'association à Trajectoire Cancer, dont vous avez peut-être entendu parler. Trajectoire Cancer, ce sera... la date m'échappe là, alors que je ne connais que ça, ce sera début avril, les 4 et 5 avril. En fait, c'est pareil, un événement ouvert à tous, y compris au grand public, axé sur la prévention et l'information sur le cancer, tous les cancers. Donc nous aurons un stand là-bas, on a des marches connectées, on a tout un tas de choses comme ça. On propose des soins de support en ligne, ça doit vous parler ça. Et voilà, on fait tout un tas de choses. Et c'est une toute jeune association qui a, je crois qu'elle a été créée en 2021. Et je suis aussi adhérente de l'association Patients en réseau,
qui est constitué de 4 réseaux différents. Mon réseau cancer du poumon, mon réseau cancer du sein, mon réseau cancer colorectal et mon réseau cancer gynéco. Mais ça, c'est une association beaucoup plus grande parce que plus ancienne, elle a déjà 10 ans et il y a, je crois, 2000 adhérents, si je ne me trompe pas. Donc malheureusement, comme je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne pourrais pas être aussi active que je le suis dans ALK+, mais je suis quand même de loin ceux qui font et quand je peux, je participe. Et donc tout ça, là, fait que je suis bien occupée. Et j'ai oublié de dire que depuis peu de temps, je suis père aidante. J'ai suivi une formation de père aidance. Alors la père aidance, c'est... moi, par exemple, je suis atteinte d'un cancer du poumon. J'ai été formée pour pouvoir accompagner, entre guillemets, par téléphone ou par visio, des personnes qui ont un diagnostic similaire. Et donc, on leur apprend, enfin, on voit avec eux comment ils peuvent mobiliser toutes les ressources dont ils disposent. Voilà. On va les orienter vers des soins de support. Déjà, on va les écouter. Ça, c'est très, 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 très important. C'est primordial. On va les écouter. On va identifier le besoin. Et en fonction du besoin, on va les orienter du mieux qu'on peut en se basant, en tout cas dans mon cas, sur notre propre expérience, sans pour autant parler de nous. Moi, je ne parle de moi que si on me pose une question. Vous, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Mais on est vraiment là pour accompagner la personne qui nous appelle. Donc c'est comme ça que je m'occupe, c'est comme ça que je me rends utile. Voilà. Je ne sais pas si je suis fière, hein. Vraiment, je ne sais pas. Mais j'aime l'idée d'être utile. Maintenant, la fierté, c'est autre chose. Mais j'aime bien, je suis beaucoup dans le partage des infos, moi. Le partage des infos. J'ai toujours, ça aussi c'est pareil, j'ai été, comment on appelle ça encore? J'ai été tutrice dans le cadre de mon travail d'une jeune femme pendant 2 ans. Donc je suis vraiment dans l'échange, dans la transmission d'informations, etc. Donc ça me ressemble. J'essaye de faire dans la maladie des choses qui me ressemblent, qui me parlent. Alors moi, comme je ne fais pas partie du bureau, ben comment dire, je me positionne sur ce qui m'intéresse, sur ce qui me parle. C'est pour ça que, par exemple, j'avais organisé une journée spéciale à la pharmacie Eiffel. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le 15e, ouais. J'avais organisé ça avec d'autres personnes. Trajectoire Cancer, pareil, c'est moi qui ai approché l'organisatrice. Nous avons une marraine qui est Clémentine Sélarié. Je l'avais approchée aussi. Elle avait gentiment accepté d'être notre marraine. Donc je fais des choses comme ça. J'avais participé à l'étape parisienne du Trek solidaire. J'ai fait des interventions sur Europe 1 aussi, pour parler du cancer, du poumon. J'oublie, j'ai négocié un code promo chez Même Cosmétiques. Enfin, j'ai fait des petites actions comme ça. Alors, il y a une mission qui me tient particulièrement à cœur, c'est que tous les mois de novembre, c'est Novembre Perle. Et je pense que, j'en suis même convaincue, beaucoup de gens ignorent l'existence de Novembre Perle parce que, malheureusement pour nous, ça arrive tout de suite après Octobre Rose. Et pendant Novembre Perle, c'est aussi le mois sans tabac. Et en fait, Novembre Perle, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du poumon. Cancer du poumon, cancer au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Et on essaye de faire en sorte de sortir de l'ombre, parce que c'est important, c'est quand même le cancer le plus meurtrier à travers la planète, le cancer du poumon. Je ne sais pas si on le dit suffisamment. Mais je pense que le fait que ce soit étroitement associé au tabagisme fait que on est un peu, je dirais, puni alors qu'on n'a pas tous fumé et quand bien même, Et donc, pendant le mois de novembre Perle, l'association ALK+, Roswan et mon réseau cancer du poumon aussi,
organise des webinaires, des conférences avec des professeurs sur des thèmes différents. Et moi, ma mission, que j'ai choisie moi-même, c'est de recueillir les témoignages de tous les patients et aussi des aidants de l'association ALK+. Et le but, c'est d'en publier un tous les jours. Voilà, donc ceux qui veulent, c'est sur la base du volontariat, m'envoient soit une vidéo, soit un texte, ou un texte plus une photo, etc. Et moi, je publie ça sur nos réseaux sociaux, donc sur notre groupe Facebook privé et aussi sur Insta, parce que c'est moi qui m'occupe du compte Insta, en fait, pour l'association. Et ben, les gens accrochent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de vues avec ça. Parce que je pense que ça intéresse beaucoup les gens de voir que ben, derrière une patho, il y a des gens, des mamans de 34 ans, des personnes un peu plus âgées de 60 ans, mais je le répète, hein, les cancers du poumon avec mutation rare touchent vraiment majoritairement des gens jeunes. Et moi-même, j'ai été diagnostiquée à 47 ans. Dans le monde médical, 47 ans, c'est pas vieux. Et donc voilà, je publie des témoignages des gens qui racontent qu'est-ce qui leur a mis la puce à l'oreille, le parcours, où ils en sont, etc. Et c'est bien parce que chaque patient a une expérience différente. Il y en a qui, par exemple, j'ai en tête quelqu'un qui est sur la même ligne de traitement depuis 6-7 ans, magnifique. D'autres qui vont enchaîner les chimios. Et donc c'est bien, ça permet de voir un peu tout ce qui se passe, on va dire, dans la vie des uns et des autres. C'est une thérapie ciblée. Ouais, c'est une thérapie ciblée. C'est pour ça qu'on se bat aussi, pour que, c'est ce que fait aussi, c'est ce que font les deux associations, se battre pour qu'on valide des thérapies ciblées. Parce que la thérapie ciblée, la différence entre une thérapie ciblée et une chimio, c'est que la chimio, c'est le Karcher, comme je dis. Elle désigne toutes les cellules saines, cancéreuses, alors que la thérapie ciblée, comme le nom l'indique, elle ne va s'attaquer qu'aux cellules cancéreuses. Et au final, ben, on a une meilleure qualité de vie. Il y a certes des effets secondaires, mais on a une meilleure qualité de vie. C'est pour ça que dans l'asso, il y a des gens qui sont en thérapie ciblée, qui vont bien, et qui continuent à travailler à temps plein, qui voyagent, qui s'occupent de leurs gosses, etc. Et souvent, ce qu'on nous oppose, c'est que s'il y a une chimio qui donne les mêmes résultats qu'une thérapie ciblée donnée, ben on ne va pas valider la thérapie ciblée. Parce qu'en fait, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ce qui se passe dans la vie des gens, que ce sont des gens qui vont forcément mieux et qui peuvent passer un certain temps sur telle ou telle thérapie ciblée. Nous, on a des gens dans l'asso qu'on appelle des vétérans. Ça fait 10 ans qu'ils ont été diagnostiqués. En sachant qu'il n'y a pas si longtemps, le cancer du poumon avait un pronostic très sombre. Très très sombre, parce qu'il n'y avait pas la thérapie ciblée, il n'y avait pas l'immunothérapie. Ça va mieux. Ça va mieux. Moi, je me dis souvent, dans mes rêves les plus fous, je me dis, mais quelqu'un qui a 4 lignes de traitement, s'il fait 8 ans sur chaque ligne, ben c'est quelqu'un qui va, en fonction de l'âge auquel il a été diagnostiqué, c'est quelqu'un qui va mourir de sa belle mort avant d'être emporté par un cancer. Oui, j'ai bénéficié de soins de support dans un premier temps à la Maison Rose, qui est une structure qui se trouve dans le 12e arrondissement. Ensuite, j'en ai fait à l'Institut Line Renaud, qui est la maison des soins de support rattachée à l'hôpital Foch. Et donc, ce que j'ai fait de la musicothérapie. J'ai beaucoup aimé, vraiment. On n'a pas besoin d'être musicienne pour ça. Donc ça m'a beaucoup plu. J'ai fait de la réflexo-plantaire. Ça aussi, c'est un moment, on sort de là, on plane. J'ai fait de l'activité physique adaptée en groupe. J'ai fait de la sophrologie. Et j'ai fait un atelier d'écriture créative.
D'ailleurs, j'y vais toujours. Enfin, Ouais, à quel point ça vous a aidé? tout à fait. Ouais, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'oublier la maladie. Même si je suis entourée d'autres malades, évidemment, mais on est dans une bulle pendant le temps que l'atelier dure. Donc ça m'a permis d'oublier la maladie, ça m'a permis de rencontrer du monde, des chouettes personnes. Et puis, ouais, je pense que ça a eu un impact à la fois sur les douleurs liées à la maladie en elle-même et les effets secondaires des traitements. Ça, ouais. Et puis c'est quelque chose qui vous oblige à sortir de votre isolement. Il faut sortir de chez vous, il faut aller faire les soins de support, etc. Et même quand on fait des soins de support en ligne, ben, c'est un moment voilà, où on est sur les soins de support, on est concentré dessus. Donc, ouais. Ah, tout à fait, tout à fait. Parce que, et on en prend de plus en plus conscience. Moi, quand je suis revenue de Gustave Roussy après l'essai clinique, on m'a d'emblée inscrite, on m'a proposé d'aller à l'Institut Lynn Renault pour les soins de support. Parce que il y a le cure, comme on dit, donc tout ce qui est traitement, et puis il y a le care. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, ça c'est sûr. Et on en est de plus en plus conscient. On ne peut pas être que sur les soins avec tout ce que ça représente comme effet, tout ce que ça génère comme effet délétère. Il faut aussi se faire du bien en allant dans les soins de support. Non, non, mais c'est indispensable, hein. Mais les médecins commencent à en prendre conscience. Pour moi, c'est absolument indispensable. Je pense que si je n'avais pas bénéficié de soins de support, quelque chose m'aurait manqué. Et puis accessoirement, c'est l'occasion de de pratiquer des activités qu'on n'aurait peut-être pas pratiquées et de se découvrir même des talents, se découvrir des talents pour quelque chose. Moi, je sais que j'ai des compagnes de galère, comme je les appelle, qui font de l'avirose, là, qui font de l'aviron, et qui, de temps en temps, partent faire des compètes voilà, d'aviron dans ce cadre-là, quoi. Mais bien sûr, ouais, ouais, ouais. C'est 2 ans, en fait. C'est deux en un. C'est deux en un. Et je connais une autre malade, ancienne malade, on va dire, parce qu'aujourd'hui elle est en rémission et ça c'est très bien, d'un cancer du sein. Elle s'est reconvertie, elle est devenue prof de yoga. Non, je ne connaissais pas. Et en fait, c'est une copine qui malheureusement nous a quittés, qui m'avait parlé de la Maison Rose et donc des soins de support. Elle m'avait dit, inscris-toi, tu vas voir, c'est super. Et sinon, je ne connaissais pas. C'est l'atelier d'écriture créative. Ça vous surprend? Non, pas du tout. Non, 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 non. Ça m'a juste confirmé. J'ai toujours su que j'allais écrire. J'aurais aimé écrire sur un autre sujet, parce que j'écris depuis l'école primaire. Mais non, ça m'a juste conforté dans l'idée qu'il fallait que j'écrive. Alors, les soins de support, comme on dit, c'est là pour aider les gens à faire face à la maladie et aux effets secondaires. Et il ne faut pas hésiter, tout ce qu'il faut, c'est choisir les soins de support adaptés. Parce que moi, je sais, par exemple, je n'ai jamais fait d'art-thérapie, peut-être que je devrais. Il faut juste faire un programme sur mesure et les personnes qui n'ont pas besoin de soins de support, je pense elles sont assez rares. Il faut tout de même proposer, il faut proposer, puis les gens s'orienteront de même vers ce qui leur convient, ou alors on leur propose un programme et puis voilà. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ça me paraît indispensable. Parce que, comme vous le disiez, personne ne sort de chimio indemne. La chimio aide à vaincre le cancer, mais à quel prix? À quel prix? Et donc les soins de support viennent un peu pour réparer tout ça, pour que les gens prennent à nouveau soin de leur corps, et peut-être même mieux qu'avant. Parce que avant d'être malade, souvent on court à gauche et à droite, on n'a pas vraiment le temps pour soi, on a le travail, on a les enfants. La maladie, on ne va pas remercier le cancer pour autant, bien sûr, elle oblige à se recentrer sur soi-même. Et les soins de support, ben, on peut en profiter à ce moment-là.
à soi, ouais, faire attention à soi physiquement et aussi psychologiquement. Ouais, psychologiquement, parce que la maladie oblige à aller à l'essentiel, à faire le tri dans ses relations. Et on se rend compte que, je ne dirais pas que c'est tout ça a créé la maladie, mais ça ouvre les yeux. La maladie ouvre les yeux. Est-ce que j'ai trop fumé? Est-ce que je me suis mal alimentée? Ça oblige à placer un peu le curseur au bon endroit. Est-ce que j'étais bien entourée? Parce que finalement, on n'a plus le temps de s'encombrer. On n'a plus le temps de s'encombrer quand on est malade. Dernièrement, j'ai posté sur mon compte Insta une petite image de Charlie Brown et Snoopy. Ils sont de dos et il y a Charlie Brown qui dit un jour nous allons tous mourir. Et Snoopy lui répond oui, mais tous les autres jours nous allons vivre. Et moi j'aime beaucoup cette phrase. C'est une belle image. Ouais, ouais, c'est une très très belle image. Elle a du sens. Ouais, elle a du sens. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Et souvent, je me fais la réflexion que malheureusement, les malades atteints d'un cancer vont s'adresser aux autres malades. Mais en fait, ça devrait s'appliquer à tout le monde. Parce que c'est vrai, on va tous mourir un jour, certains plus tôt que d'autres, hélas. Mais tous les autres jours, on va vivre. Et qu'est-ce qu'on fait de ces autres jours? Qu'est-ce qu'on y met? Ben ouais. Parce que le contenu et le contenant est important, mais le contenu aussi, qu'est-ce qu'on y met? Elle est là la question. Ben ouais. Est-ce qu'on en profite pour voyager? Est-ce qu'on en profite ouais, qu'est-ce qu'on en fait de ce temps? On y accorde beaucoup plus d'importance et puis on fait beaucoup plus attention. Par exemple, quand on parle de santé sociale, de toute façon, on le sait, hein, le cancer, c'est comme la pauvreté. C'est un filtre. C'est un filtre, donc ça agit comme un filtre. Il y a des personnes qui vont disparaître, on pensait pouvoir compter sur elles, elles disparaissent, elles ne reviennent jamais. Il y a ceux qui sont embêtés, qui ne savent pas comment gérer, et puis d'autres qui sont là, comme ils ont toujours été présents. Et ça, il faut, pareil, gratitude, encore une fois. La santé mentale, pareil, il faut la préserver. Moi, je sais que il y a quelques mois, on a perdu quelques patients dans l'association Alkepus. Là aussi, ça a été difficile. Comment on fait attention? Comment on se protège? Est-ce qu'à un moment, on ne met pas les notifications en stand-by parce qu'on n'est plus suffisamment fort pour voir les avis de décès passés, etc. Après, dans les assos, on nous protège beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'on ne nous dit pas toujours quand les gens s'en vont, sinon c'est trop difficile pour ceux qui restent. Mais ouais, comment on se protège? Et même dans son quotidien, comment on se protège? Moi, je sais qu'il y a des cas, des situations dans lesquelles je me serais jetée à corps perdu, et maintenant, je fais plus attention. J'observe, et puis je me ménage, quoi. Je me ménage beaucoup. Ouais, ce que je voudrais dire, c'est vivre au jour le jour, comme je l'ai dit précédemment, un jour après l'autre. Célébrer tout ce qu'il est possible de célébrer. Ben, aujourd'hui, j'ai pas mal à la tête. C'est bien, ça n'a l'air de rien en temps normal, mais voilà, c'est bien. J'ai pu aller au resto avec tel ami, c'est super. Voilà, mon enfant m'a rapporté un super bulletin. Tout est bon à prendre pour nous tirer vers le haut, mais ça demande... parce qu'on a un biais qui va avoir tendance à nous faire toujours basculer du côté un peu négatif, donc ça demande un peu de travail que de se concentrer sur ce qui va bien. Et puis moi, il y a la méthode du scanner, ce que j'appelle le scanner. C'est quand je commence à m'angoisser, par exemple, dans 2 jours, j'ai une IRM cérébrale,
Je me pose et je me dis non, mais aujourd'hui, Nké, comment, là, tout de suite, comment tu vas? Comment tu vas? Bien. Bon, ben c'est tout. Tu verras après pour l'IRM. Tu verras le jour même. Et toujours, en fait, être toujours ancré dans le présent. Il y a une locution latine pour ça, hic et nunc, ici et maintenant. Ça aide. Moi, j'ai beaucoup été dans le passé, parce que je vous l'ai expliqué, avec tous ces loupés. Quand j'ai rechuté, ça a failli me rendre folle, parce que j'étais à... Mais ouais, mais le scanner de 2015 qui montrait la tumeur d'1 centimètre, pourquoi, nanana, pourquoi? Et la pneumo, pourquoi? Ça ne sert à rien. On ne pourra pas revenir en arrière. De toute façon, c'est passé. C'est passé. Et demain, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, le seul moment qu'on maîtrise, c'est le moment présent. Ouais, vase des gratitudes, super important ça. Super important. C'est vrai que l'idée est pas mal. Ouais, l'idée est pas mal. Clémentine Sélarié m'a même piqué l'idée. Ah, c'est pas de voler l'idée. Non, c'est pour tout le monde. Moi-même, je l'ai piqué à quelqu'un. Ah, c'est bien de le partager. Oui, c'est ça, c'est important. Par exemple, l'interview, là, je vais sans doute la mettre dans le vase des gratitudes. Ça s'est bien passé. Bah, ouais, En tout cas, je pense. bah, c'est une très bonne idée. Vous pouvez mettre mon prénom et... Exactement, exactement. Ben, le message que je veux faire passer, c'est apprendre à vivre avec tout ça. Hein. Vraiment apprendre à vivre avec tout ça. Parfois, on me dit qu'il faut accepter la maladie. Bon, moi, je ne l'accepte pas parce que je n'ai pas envie. Mais apprendre à vivre avec ça. Comment on fait? Elle est là de toute façon, dans un cas comme le mien, elle est là pour un bon moment. Apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec la maladie au mieux. Alors, je ne sais pas qui a dit il faut ajouter de la vie au jour, à défaut d'ajouter des jours à la vie.